suis l'architecte du réseau. Je travaille, notre bureau, il est à Lisbonne, mais je travaille un peu partout au Portugal. On travaille tous ensemble pour vous aider à vous installer et à venir au Portugal, à investir ou vous installer. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu notre façon de travailler. C'est similaire, mais un peu différente à la façon française et en Belgique de travailler. Donc, on travaille en différentes phases de projet avec les architectes, entre les architectes et les ingénieurs. Donc, on a une phase de ce qu'on appelle phase projet où on démarre par l'avant-projet, où on travaille avec le client pour arriver à une base de projet et d'objectifs que le client veut. Après, la phase suivante, c'est en fait le permis de construire, la phase la plus importante de tous, où on va présenter le dossier à la mairie de Lisbonne, de Porto, de Grenoble, ça peu importe, et elles fonctionnent tous de la même façon. Donc, on commence par présenter le projet d'architecture. Quand il est approuvé, on va passer à la phase de projet des ingénieries. Et après avoir l'approbation de la mairie, on va avoir la licence de construction. Après, jusqu'à avoir cette licence de construction, on avance avec la phase projet d'exé où on va développer le dossier, un détail avec les ingénieurs et on va détailler tout le projet avec les détails de construction, les matériaux, les équipements, la liste des quantités, etc. pour faire une consultation des entreprises pour démarrer le chantier avec la licence qu'on a eue avec de la mairie. Et après, la dernière phase de notre travail, ça sera l'accompagnement de chantier. On va accompagner à chaque semaine les travaux jusqu'à la fin où on aura la demande de licence d'utilisation. Cette licence, c'est la deuxième phase la plus importante de tout le dossier parce que c'est là où on va redonner ou resoumettre à la mairie les documents finaux de projet. Ça veut dire qu'on ira déposer les dessins comme ils ont été réalisés, donc comme le bâtiment il a été réalisé, avec tous les autres autorisations de toutes les entités qui sont liées à la licence d'utilisation. Et à la fin, la mairie va nous donner la licence d'utilisation du bâtiment, ça veut dire que vous pouvez y habiter, louer, revendre dans votre bâtiment, soit un lot, soit un bâtiment, soit un appartement. Donc, vous avez une licence d'utilisation, ça sera la base de l'utilisation de ce bien. Donc, je voudrais vous montrer un peu notre expérience de travail. Et ici, soit à Lisbonne, soit à Portugal, on travaille dans plusieurs types de projets. Ça, c'est par exemple un exemple d'un projet de co-living. C'est quelque chose on voit qu'il y a beaucoup de demandes à ce moment à Lisbonne et dans des grandes villes comme Porto, Lisbonne, Faro. C'est un investisseur qui a acheté ce bâtiment et on a récupéré tout l'intérieur pour faire un co-living avec 19 chambres qui sont plutôt pour des étudiants ou pour des gens qui veulent s'installer pendant 6 mois, par exemple, à Lisbonne. Ça, c'est un bâtiment central à côté de la zone universitaire et de l'hôpital principal de Lisbonne. Après, aussi quelque chose qu'on voit qui a beaucoup de demandes à ce moment, c'est des autres façons de travailler et comme on avait vu avant, c'est des autres façons d'habiter aussi. Donc ici, c'est un exemple d'un cowork qu'on est en train de faire dans différentes phases. Donc ça, c'est un vieux palais qui était au centre-ville de Lisbonne et qui a été transformé dans un cowork où il y a plusieurs salles et zones communes et les gens peuvent travailler dans leur bureau. À chaque jour, ils peuvent changer de place. Et c'est un marché qui a beaucoup de demandes ici à Lisbonne. Après, des autres types d'investissements plutôt dans le logement. Je vais vous montrer des exemples qu'on a déjà fait ici au Portugal, mais ça, c'est un exemple à Lisbonne. Ça, c'est à Baixa, la zone plus touristique et la zone plus classique de Lisbonne. Baixa, c'est un quartier central historique qui va bientôt, l'objectif c'est d'être classé comme patrimoine de l'UNESCO. Et donc, on a récupéré tout un bâtiment à Baixa pour faire 8 luxury service departments. Donc, on a fait la réhabilitation des appartements
pour un client portugais brésilien qui a récupéré tous les appartements et l'a transformé dans des appartements touristiques d'haut de gamme qui sont liés au magasin et un petit bar qui sont en bas, qui fonctionnent pour l'extérieur, mais aussi pour les appartements. Après, un autre exemple de réhabilitation urbaine au centre de Lisbonne, c'est un bâtiment qu'on a fait à côté de l'Avenida da Liberdade, c'est une des grandes avenues de Lisbonne. C'est un bâtiment qui n'était pas fini quand nous sommes arrivés et on l'a transformé dans un bâtiment avec 12 studios. Le client, il a acheté ce bâtiment et on l'a divisé en 12 studios qui étaient liés au Golden Visa. Et donc, il a vendu, pardon, les appartements aux investisseurs étrangers, donc dehors de l'Union européenne, mais les appartements, ils étaient liés à Airbnb. Donc, il avait aussi la possibilité de relouer les appartements Airbnb. Donc, c'était win-win pour tous. Un autre exemple, donc un peu différent, c'est un investisseur français travaille avec lui ici à Lisbonne, mais à ce moment plutôt dans des villes à côté de Lisbonne. Il a acheté tout un bâtiment au centre-ville de Lisbonne, à Rois, donc c'est un quartier, un bon quartier central. Et on a fait une réhabilitation de tout un bâtiment. Et il a fait 8 appartements avec un parking au rez-de-chaussée et il a revendu tous les appartements au marché portugais, mais aussi étranger. Donc, avec des prix intéressants et avec un parking, il a vendu tous les appartements très, très rapidement. Donc, c'est de la revente immobilière classique. Ça, c'est un autre exemple d'un bâtiment qu'on a réhabilité à Campo de Rix. Donc, c'est le quartier, ce qu'on appelle le quartier français à Lisbonne. C'est à côté du lycée français et on a fait une réhabilitation totale d'un bâtiment pour des investisseurs français et on a fait 6 appartements qui le client a revendus pour des clients. Je pense qu'en général, ils étaient tous étrangers, sauf, je pense, un couple portugais. Ça, c'est un quartier très cherché par les Portugais, mais aussi par les Français parce que c'est bien placé et c'est à côté du lycée français de Lisbonne. Donc, c'est un exemple de revente immobilière classique aussi. Donc, ça, c'est un autre type de projet qu'on a réalisé. C'est un projet beaucoup plus petit, juste un appartement qu'une cliente française a acheté à Graça. Donc, c'est un quartier historique central de Lisbonne. On a fait la réhabilitation et le bâtiment, l'appartement a été revendu à un autre client. Et donc, c'est aussi un exemple de revente immobilière, mais à une échelle plus petite. Ça, c'est pour vous donner des exemples les possibilités, par exemple, à ce moment dans la zone de Lisbonne, mais aussi dans tout le Portugal. Après, je voudrais vous montrer un autre exemple d'un projet qu'on est en train de faire avec le même investisseur. Avant, il voudrait investir plutôt dans la zone de Lisbonne. À ce moment, il recherche des villes qui sont à côté de Lisbonne, comme Torres Vedras, Santarém, Mafra, donc des zones qui sont plus ou moins à 40-50 minutes de Lisbonne, avec un bon accès à Lisbonne, soit par autoroute, soit par train. Et donc, c'est des zones où les gens vont s'installer, les gens, les Portugais, mais aussi il y a beaucoup des étrangers qui veulent s'installer là-bas parce qu'il y a de qualité de vie, les prix ne sont pas si élevés comme Lisbonne ou Porto. Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent ce type de marché. Donc, on est en train de réhabiliter un bâtiment à Santarém, 6 appartements avec un jardin et un parking. Donc, c'est un exemple de revente immobilière classique, normal, mais pas dans une ville principale. C'est une ville moyenne. Ça, c'est un autre exemple aussi dans une ville périphérique de Lisbonne. C'est plutôt direction sud. Santarém, c'est direction plutôt au nord. Et ça, c'est une zone à côté des plages, à 20 minutes des plages. C'est Alcácer do Sal. C'est une zone en Alentejo. C'est une très belle ville avec un quartier historique très important. Et donc, ça, c'est une vieille usine qu'un groupe d'investisseurs du Dubaï a acheté et on est en train de faire le projet pour vendre
pour la revente immobilière, mais aussi liées au Golden Visa, des appartements au centre-ville historique. Donc, on est en train de faire 9 appartements. Ils sont tous de typologies différentes. Il y a des appartements duplex avec des mezzanines, il y a des appartements avec des patios, des sorties directes à la rue. Donc, il y a un mélange de typologies et c'est pour la revente immobilière, mais aussi lié au Golden Visa. Ça, c'est un autre exemple. C'est pas très loin de Lampedusa. En fait, ça fait part de la ville, mais ça, c'est à côté de la plage. Et c'est un exemple pour un couple français qui a acheté un terrain. On a fait le projet. Et depuis le début, c'était une maison pour avoir une petite maison de vacances au Portugal, mais aussi lié à un projet touristique. Et leur idée, c'était de louer la maison quand ils n'ont pas besoin de l'utiliser. Et donc, depuis le début, c'est une maison touristique. Donc, c'est un investissement avec un retour dans le marché touristique. Voilà, je voudrais vous montrer les possibilités, les opportunités aussi que viendront dans le futur. Donc, à ce moment, il y a beaucoup d'investissements dans la réhabilitation et la construction neuve. En fait, il y a une grande discussion à ce moment sur le futur de la construction au Portugal. Il y a un grand besoin en ce moment pour avoir des maisons, soit dans les villes, soit à côté, parce qu'il y a, à ce moment, il n'y a pas assez de construction, ni de suffisant pour les gens qui veulent s'installer dans les villes, mais pas, on a découvert à ce moment que c'est pas seulement dans les grandes villes, mais partout un peu le Portugal. Il y a même des statistiques qui indiquent qu'il y a une manque de 70 000 logements à ce moment. Et donc, il y a plusieurs programmes de l'État portugais qui veulent aider la construction et qui veulent eux-mêmes construire dans les centres-villes pour créer du logement avec des prix intéressants pour les gens qui veulent s'installer. Il y a aussi des discussions de la réduction de la TVA. À ce moment, on a une grande réduction de la TVA, mais c'est pour des produits. Mais il y a aussi une grande discussion de réduire la TVA, qui est 23% pour la phase de projet, donc les ingénieurs et les architectes, pour faciliter la construction. Il y a aussi une discussion avec l'Ordre des architectes qui veut descendre, baisser le taux, de la TVA de 23 pour 6% aussi pour la nouvelle construction. À ce moment, c'est 23. Donc, ça changerait beaucoup le marché de la construction. Il y a un grand procès de simplification du procès de permis de construire à ce moment. Il y a une discussion qui est en train de terminer cette semaine. C'est la simplification et la façon d'analyse des mairies. Donc, l'idée, c'est de le faire d'une façon beaucoup plus vite parce qu'à ce moment, on voit qu'il y a un blocage avec la législation dans les mairies. Et l'idée, c'est de faciliter et faire approuver les dossiers beaucoup plus vite. Donc, c'est très intéressant en termes d'investissement. Ça va faire avancer les choses beaucoup plus vite. Et après, il y a une révision de la législation AEL. Donc, AEL, c'est la Airbnb dans les centres-villes. Il y a des zones qui sont déjà bloquées. Il y a des autres zones qui seront bloquées. Mais en même temps, les grandes villes comme Lisbonne et Porto veulent installer les choses d'une façon différente. Donc, il y a encore une grande discussion en cours. Et l'idée, c'est de ne pas bloquer complètement, mais laisser ouvrir. Il y a des zones des villes où l'idée, c'est ouvrir encore des licences. Il y a des autres où c'est déjà, on a trop de licences, donc c'est de bloquer. Donc, en fait, c'est distribuer les Airbnb meilleurs dans la ville et pas tous dans les mêmes quartiers. Voilà. Je pense qu'il y a des questions. Oui, il y a une question, je pense qu'elle te concerne à toi et elle concerne également Achille. C'est vrai que vous n'êtes pas des devins, mais je pense que c'est la question que tout le monde se pose en fait. Quelle est la situation immobilière au Portugal, notamment au niveau des taux? Doit-on s'attendre à une chute de l'immobilier au Portugal? Pourriez-vous partager votre analyse? OK.
Donc, le prix de mètre carré de construction et de la réhabilitation, donc le prix de mètre carré de la construction neuve, c'est environ 1500 euros le mètre carré. Et le prix de la réhabilitation, c'est de 1700 euros le mètre carré. Le Golden Visa est terminé. Avec TVA, pardon, avec TVA, les 1500 euros ou hors TVA? Non, normalement, c'est hors TVA, oui. Les prix sont toujours hors TVA. La TVA appliquée à la réhabilitation, c'est 6%. C'est une TVA réduite. Et la construction neuve, c'est 23%. Oui. Et 6% si vous êtes en zone historique. Oui, on appelle ça Aru. Et donc, c'est une zone, par exemple, à Lisbonne, c'est presque toute la ville. Dans les villes, la majorité des villes, normalement, c'est toute la zone historique centrale qui est considérée Aru. Ouais. Donc, c'est facile à avoir la déclaration d'Aru. Et normalement, les bâtiments sont la seule chose, c'est être placé dans les quartiers historiques. Et là, vous avez accès direct à la TVA réduite. Merci. Et vous parlez de la Golden Visa, mais la Golden Visa a été annulée. Oui, les projets que j'ai montrés, ils ont été réalisés avant l'arrêt de la Golden Visa. Après, il y a des autres programmes qui sont très intéressants, que normalement c'est Roger qui les explique. Mais le Golden Visa même a été arrêté. Avant, il était disponible encore dans des zones pas centrales comme Lisbonne, Porto, Faro, etc., plutôt dans l'intérieur, mais à ce moment, c'est arrêté. Mais il y a encore une grande discussion avec le gouvernement et toutes les autres entités concernant le Golden Visa et toutes les autres situations comme j'avais expliqué. Donc, la question de la TVA, la question de l'urbanisme, il y a une grande discussion encore en cours. Juste une dernière petite question, après je laisse les autres, pardon. Oui, au niveau de la Golden Visa, oui. Il y a une proposition qui a été faite par les promoteurs portugais pour la spécialiser dans les appartements sociaux. Vous savez où ça en est, ça, ou pas? Vous avez pas entendu parler? Oui. Ça fait un mois que le gouvernement a passé la législation. C'est en fait une réflexion qu'ils ont fait pendant, je pense, 2 mois concernant le logement au Portugal. Et donc, on est arrivé à une conclusion, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissement public dans le logement. C'est pas vraiment le logement social, c'est du logement avec des prix réduits ou contrôlés. Donc, je sais qu'en France, par exemple, quand vous faites un investissement d'une certaine échelle, un pourcentage des logements de cet investissement va être dédié à un type de loyer, à un type de prix de vente. Ici au Portugal, il n'y a pas ce type de règles. Et donc, en fait, tout l'investissement qui a été réalisé dans les centres-villes, soit à Lisbonne, soit à Porto, bien sûr, comme il n'y avait pas vraiment un contrôle, les gens ont placé les loyers ou les prix de vente avec des prix de marché qui sont très élevés. Et donc, les gens, les Portugais, n'arrivent pas vraiment à les acheter ou les louer. Et donc, l'idée à ce moment, c'est d'avoir du logement qui est assez accessible à tous, avec un prix un peu plus intéressant pour le marché domestique, le marché national. Et donc, il y avait plusieurs propositions de enlever des maisons, par exemple, de logement local et les passer à logement typique, normal, et même avec un programme de l'État portugais qui serait de la rente contrôlée. Ça veut dire que il y avait des fois que c'est même l'État portugais qui va louer ces appartements et relouer à des gens qui veulent s'installer avec des prix plus contrôlés. Et donc, c'est eux qui payent la différence. Ça, c'est encore il y a encore une discussion. Mais en fait, par exemple, Lisbonne et Porto, on dit qu'ils veulent garder le logement local, et même l'État portugais a dit la même chose, parce que c'est une base de l'offre touristique. Et donc, ce qu'ils avaient dit, c'est que si, par exemple, il y a des licences de logement local qui ne sont pas utilisées, qu'ils peuvent les annuler. Mais ça, et après, les appartements rejoignent
les appartements de logement directement, automatiquement, parce qu'ils perdent la licence. Mais il faut avoir la licence, il faut qu'ils n'utilisent pas la licence pendant des années. Donc, j'imagine que ça ne sera pas le cas. Donc, en fait, tous les points qui ont été un peu plus, pas dramatiques, mais comment dire, plus directs et plus que les gens n'aimaient pas, je pense qu'ils n'ont pas passé. Donc, il y a à ce moment des programmes de logement avec des loyers contrôlés, mais en fait, si l'État peut intervenir jusque si les licences ne sont pas utilisées ou, par exemple, si les bâtiments ne sont pas utilisés non plus. Donc, s'ils sont considérés, pas abandonnés, mais s'ils n'ont pas des contrats d'électricité, de l'eau et des égouts, par exemple, valables, pendant un certain temps, je pense c'est 2 ans, ils peuvent être considérés libres et l'État portugais peut, dans une certaine façon, récupérer le bâtiment, le mettre à louer jusqu'au moment qu'il paye la totalité des travaux qui ont été réalisés. Mais je pense que cette loi, elle existait déjà, mais elle n'a jamais été utilisée en fait. Donc, je trouve que ça ne va pas avancer dans ce sens. Merci. Rien. Quelle est la situation immobilière au Portugal, notamment au niveau des taux? Doit-on attendre une chute immobilière au Portugal? Pourriez-vous partager votre analyse? Bon, je ne suis pas le spécialiste immobilier, c'est plutôt Achille, mais je peux donner un peu mon avis. Je pense qu'à ce moment, il y a une réflexion aussi concernant les impôts en général. Donc, tous les impôts, l'État, le gouvernement, il est en train de réfléchir un peu sur les taux des impôts. En général, l'idée, c'est de baisser les impôts, soit pour les entreprises, soit pour les gens normaux. Par contre, l'immobilier, je ne suis pas sûr qu'ils vont baisser, mais il y a une réflexion à ce moment pour ça. Les prix de l'immobilier, je pense qu'ils ont commencé à baisser un peu et à stabiliser. À Lisbonne, je pense qu'ils ont stabilisé, pas vraiment descendu. Non, Achille? Achille, tu as entendu la question? Je pense qu'elle n'a pas son micro. Oui. Alors, oui, merci. Déjà, je voulais juste rebondir sur un petit détail concernant le Golden Visa. Vous m'entendez? C'est bon là? Oui, c'est bon. OK. Donc, concernant le Golden Visa, c'est vrai que ça a été arrêté, mais ça n'a pas encore été appliqué. Donc, on peut toujours, et on reçoit toujours des clients qui le font. Ça va s'arrêter bientôt, c'est vrai, mais ce n'est pas encore arrêté. Donc, même les promoteurs, par exemple, la semaine dernière, on était en réunion avec des promoteurs et des clients. Il y a toujours des clients étrangers qui sont en train de le faire. On m'a dit que si les CPCV n'avaient pas été signés avant le 15 mars, c'était mort. Alors, cela n'est pas totalement vrai parce que là, par exemple, j'ai l'avocate qui est dans l'autre bureau et elle est en train de faire des projets. On est encore en train de recevoir des clients pour le Golden Visa jusqu'au mois de juillet. Le tout, c'est que c'est pas... Enfin, je ne veux pas être mauvais aloi, mais ce n'est pas vous qui donnez la Golden Visa, c'est l'État. Et si après, comme il arrive souvent au Portugal, on dit oui, puis après c'est non, voilà. Il a été clair et net du gouvernement de dire que tous les CPCV, peut-être qu'il n'y a pas eu d'amende de papier bien spécifique là-dessus, mais aller attaquer le gouvernement au tribunal, ça me paraît dur, qu'après le 15 mars, parce que je vous dis, je suis dans cette situation, et qu'après le 15 mars, le CPCV, maison terminée, hein, le CPCV... Alors, l'autre option que vous aurez, c'est peut-être faire le D7 ou le D, par exemple, dans votre cas, par exemple, si vous pouvez faire aussi le D7, le D1, D2, qui sont d'autres opportunités, ou alors le Nomad Visa, qui est actuellement à la mode. Voilà, les clients, au lieu de faire le
le Golden Visa, essaye plutôt de faire. Ça peut être une autre option également. Merci. Et qui est plus rapide, hein. C'est moins de process que le Golden Visa aussi. Okay. Alors, je vais passer à la présentation rapide. J'ai un petit souci avec mon ordi. Partager l'écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Ok, ça, je vais juste réduire cette page. D'accord. Alors, je suis chez Simo, je suis agent immobilier au Portugal depuis plusieurs années. Je suis camerounaise d'origine. J'ai fait un master ici au Portugal, donc du coup, je parle le portugais aussi. J'ai pris des cours de portugais à l'Université de Lisbonne. J'accompagne les étrangers, principalement venant des États-Unis et de l'Union européenne en général, à s'installer au Portugal. Je travaille avec la marque Coldwell Banker, qui est une marque américaine, qui est l'une des plus anciennes. Et on a ici au Portugal plusieurs départements, donc le département juridique qui vous aidera dans la partie légale de votre installation au Portugal. En ce qui concerne l'obtention des visas, en ce qui concerne la documentation, parce que le process d'achat au Portugal est complètement différent du process d'achat en France, par exemple. Donc, on fera également une recommandation au niveau de l'approbation du crédit qui sera présentée après par un collègue. On vous donnera quelques informations suivant vos besoins concernant les quartiers que vous pouvez visiter et aussi au niveau de la recherche de biens immobiliers. Donc, ça, on peut le faire par Zoom call, par WhatsApp, ou alors, si vous êtes au Portugal, aussi. Donc, on vous aide à la négociation. Et également, ici à Coldwell Banker, on a un service de conciergerie. Donc, quand bien même vous avez acheté votre bien immobilier, on a des coursiers qui pourront vous aider, par exemple, pour trouver des babysitters, pour mettre des contrats d'eau et électricité qui sont souvent la bureaucratie qu'on ne sait pas faire. Donc, on a ce département ici à Coldwell Banker pour vous aider. Alors, parlant de là, ça, c'est un petit témoignage qu'on a pu avoir de nos clients. Donc, ils sont plutôt satisfaits des travaux qu'on a pu faire. Maintenant, si on entre dans le vif de notre sujet, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller chercher toutes les informations se basant sur les statistiques. Donc, ici au Portugal, on a le système national des statistiques qui est INE. Donc, vous pouvez également le voir. Ou alors, pour ceux qui veulent vraiment recevoir tous les détails, après, je pourrais vous envoyer les liens. Mais sinon, c'est le INE où pour avoir les chiffres aussi et les données. Mais après, je pense que Rachel vous enverra la présentation pour avoir aussi toutes ces informations. Donc, concernant l'évolution de la recherche des biens immobiliers au Portugal, on a pu remarquer que, parlant de la ville de Lisbonne principalement, où elle est régie 21% par les étrangers, en 2019, comparant 2019 à 2022, on a eu une augmentation de la demande. Donc, cette augmentation est autour de 9%. Après, à Porto, on a une augmentation de 6% et Faro également. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a eu ces augmentations dans les grandes villes phares, donc de Lisbonne, Porto, également Algarve. Ici, je ne vais pas trop parler d'Algarve, je suis vraiment restée dans deux villes très intéressantes, qui sont Lisbonne et Porto. Mais ce qui a été, c'est que les villes qui sont démarquées principalement en fin d'année 2022 et début d'année 2023 sont les autres villes comme Funchal, Leira et Coimbra. La demande dans ces villes-là, parlant des étrangers, a augmenté. Pourquoi? Parce que le prix des biens immobiliers, bien sûr, dans les grandes villes comme Lisbonne, Porto et Algarve, en général, était plus élevé. Donc là, maintenant, les clients recherchent plus dans les villes reculées. Ici, j'ai essayé de prendre un exemple de ce qu'on recherche principalement. Parlant ici des Français, par exemple. J'ai pu voir que si on se focalise dans la ville de Lisbonne, le schéma à votre droite, à votre gauche, c'est la ville de Lisbonne. Si on se focalise dans la ville de Lisbonne principalement, on est à même de comprendre qu'on a une grande demande. Alors, ça, ce sont des chiffres de 2022. On a une grande demande des biens
principalement en dessous de 300 000 € qui vient de la France. On a une demande également des biens par contre, les biens au-dessus de 600 000 € dans la ville de Lisbonne venant des États-Unis. Alors là, je n'ai pas accès aux questions, donc après, je pourrai répondre aux questions. Alors, le point important ici, je ne sais pas si dans la salle, on a des investisseurs ou alors ceux qui recherchent à s'installer au Portugal pour des raisons de RNH, donc de fiscalité. Mais on a pu constater depuis 2019 une chute ou alors un manque d'offres, par exemple. Là, actuellement, j'ai besoin énormément de biens à louer dans la ville de Setúbal, d'Algarve et également à Porto. On n'a pas de biens et on a une grande recherche. Et ce que j'ai pu voir avec les stats également, les chiffres, c'est que dans tout le Portugal, on a une chute de biens à louer de 30%. Ceci, bien sûr, est dû au fait que le taux d'intérêt au niveau des banques, bien sûr, a augmenté. Ce qui a fait qu'au lieu d'acheter, les Portugais, les nationaux se déversent plus sur la location, ce qui a entraîné une boule. Donc, le prix de la location a augmenté. Et qui loue actuellement, c'est plus les étrangers, malheureusement. Donc, j'espère qu'avec ce que le Premier ministre est en train de faire, qui est plutôt une bonne idée pour aider aussi les nationaux à pouvoir trouver des biens à des prix justes, pourra marcher. Donc, actuellement, au Portugal, ce que je peux dire, ou alors ce que les chiffres montrent, c'est qu'on a une grande demande de biens à louer. Donc, on n'a pas assez de biens à louer. Ça, c'est un. Au niveau de deux, la réhabilitation a été revue également avec le taux, comme Miguel l'a parlé, l'a si bien dit. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a plein de biens à réhabiliter au niveau des grandes villes de Lisbonne et Porto, mais aussi, n'oublions pas les autres villes comme Setúbal, Coimbra, que j'ai pu, comme les villes de Coimbra, où également on a une grande demande. Et après, on a ici Leiria, qui est également une très, très belle ville, qui est en dehors de Lisbonne et qui est également en plein essor. Donc, ce sont deux villes que je conseille énormément. Maintenant, si on parle par exemple, là, quand on parlait de Lisbonne ou les étrangers, donc 21%, ça c'était en 2019, où on a eu une augmentation également de la demande à 9%. Et tout à l'heure, quand on parlait si les biens immobiliers, le prix du bien immobilier ira baisser, ce qu'on a pu constater, c'est bien sûr une baisse, mais on dit dans notre jargon, c'est une stabilisation de prix. Donc là, au lieu de la spéculation qu'on avait fait en 2018-2019, là, on revient un peu à la norme en mettant des prix plus justes, allant de 5 à 12% de réduction sur les prix demandés. Maintenant, la recherche que j'ai pu faire, c'est il y a un prix demandé qui est le asking price. Ensuite, il y a le prix de vente correct, qui est la signature chez le notaire. Et là, on peut voir qu'on a une différence aussi autour de 12 à 18%. Et bien sûr, ça dépend des villes et des quartiers. Donc, si on reste dans Lisbonne, là, on est autour de 15% carrément. Mais si on va au niveau de Setúbal, par exemple, au niveau des maisons, là, à Setúbal, c'est plus les maisons qui sont recherchées. Et oui, la différence de prix entre le asking, le prix qui est demandé et le prix à la signature, aussi entre 5 à 7%. Bon, là, je peux passer. Donc là, j'ai bien parlé de la location également qui est demandée. Alors, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter un peu quelques exemples de biens que j'ai pu récupérer, que je pense que ça peut être de belles opportunités pour ceux qui aimeraient vendre, donc réhabiliter. Donc là, on est dans une zone de réhabilitation, mais ça, c'est à Porto. Hein. On est dans une zone de réhabilitation, c'est la Rua Santa Catarina. C'est une très belle rue, une rue passante. C'est un immeuble ancien, donc également, c'est à réhabiliter, donc ça bénéficie de ce qui a été dit par Miguel. Le bien a déjà, le projet ici a déjà été approuvé par la mairie, donc ce qui est très bien, c'est pour faire 10 appartements. Vous aurez 2 studios, 6 appartements avec une chambre et 2 appartements de 2 chambres. Donc, il est totalement à réhabiliter. Pour ceux qui sont intéressés, après, je peux vous envoyer tous les détails de ce bien-ci. J'ai fait une étude de la rentabilité du bien en cas de vente, donc réhabilitation, donc achat, réhabilitation et vente totalement.
on a une bonne rentabilité. Je peux vous envoyer également les chiffres de cela. Ou encore achat, réhabilitation et mise en location. Donc, j'ai fait une étude prévisionnelle des prix de la location avec le marché de 2021. Pourquoi? Parce qu'actuellement, en 2022-2023, on a une spéculation des prix de location qui sont un peu pas très nettes. Donc là, vous pourrez avoir tous les chiffres pour ce bien-ci en spécifique. J'ai également choisi ici un autre, celui-ci qui est un petit bâtiment dans le centre de Lisbonne, à Prince-Prial, plus présentement à Prince-Prial. Donc, le premier étage a été rénové par le propriétaire. Le dessus, non, pas encore. Alors, c'est un bien également que vous pouvez réhabiliter. C'est une zone de réhabilitation également dans le centre de Lisbonne, à Prince-Prial, pour ceux qui connaissent Lisbonne. C'est un investissement également intéressant, ou alors une maison d'habitation. Ça peut être très bien pour une petite famille, ou alors également un bien à investir. Alors, pour ceux qui aiment bien sûr la ville de Lisbonne, ici, c'est un terrain, c'est un bijou, si on peut dire. C'est un terrain pas très loin du lycée français, précisément à 20 minutes du lycée français à Lisbonne. Donc, vous pouvez également, c'est un projet, donc le projet n'a pas encore été approuvé. C'est un projet pour, je pense, 15 appartements, mais le projet n'a pas encore été approuvé. Il est encore avec la mairie de Lisbonne. Et ici, vous avez l'opportunité de faire 15 appartements, des studios, des T3, des maisons de 2 chambres, des appartements de 2 chambres. Et c'est également là, je peux vous envoyer les liens avec les chiffres au niveau de l'investissement et de la rentabilité également que ça pourra vous produire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. À part ça, je vous ai préparé ici pour la fin cette maison que vous pouvez également acquérir au niveau de Aroera. C'est une très belle propriété qui est actuellement en vente. C'est une zone très prisée actuellement par les Français et les Américains. Elle n'est pas très loin de la plage. Elle reste à 2 minutes à pied ou 3 minutes à pied de la plage, autant pour moi. Elle est très spacieuse. La maison a été construite sur 400 mètres carrés et l'architecte est français. Donc, elle a été désignée par un Français. Donc, elle garde ce style moderne et également portugais. Il y a de grands espaces. Il s'agit de 4 suites modernes et avec des hauts plafonds. Et le prix? Une piscine à l'extérieur. Voilà. Et le prix, pardon, il serait à combien? Alors, pour cette villa? Ouais, pour cette villa, oui. 3,5. OK. Et bon, après, elle est divisée sur 3 étages. Donc, au premier étage, vous avez la partie privée, les chambres. Au deuxième étage, vous avez la partie sociale, le salon, la salle de séjour, la cuisine. Et en dessous, bien sûr, vous avez la salle de jeu avec tout ce que vous imaginez. Il y a également une salle de cinéma. Vous avez 2 piscines, une piscine externe et interne. Vous avez un jacuzzi, vous avez un hammam. Je veux dire, la maison, elle a tout pour plaire, en fait. Donc, une salle de cinéma avec 19 places. Voilà. Elle a vraiment tout pour plaire. Alors, moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Je vais juste... Quels sont vos tarifs à vous, parce que vous avez parlé de votre travail d'accompagner les futurs acheteurs, etc. Oui. Donc, quels sont vos tarifs vous avez un barème, vous avez une grille, comment ça fonctionne? Alors, en tant qu'agent immobilier au Portugal, on a un contrat qu'on appelle le Buyer Agent Agreement. En français, ça fait... c'est comme un mandat, en fait. Donc, c'est un mandat... Tout à fait. Donc, au Portugal, les commissions sont... Normalement, qui paye la commission, c'est le propriétaire quand on a un bien immobilier. Maintenant, si on trouve un bien qui n'est pas, d'où la commission n'est pas payée par le propriétaire, dans le contrat, il est bien stipulé que le client ira payer la commission à l'agent immobilier qui l'accompagnera. Voilà. Et comment on fait pour vous contacter, par exemple, si on a un projet de recherche
Daniel, je vous enverrai tout de suite après le webinaire. Ceux qui ont déjà assisté donc au webinaire le savent. Je vous envoie les coordonnées des intervenants et également l'enregistrement aussi du webinaire pour que vous puissiez donc le réécouter si ça vous intéresse. Mais moi, j'ai une autre question aussi, Achille, parce que tu as présenté aussi certains biens qui étaient intéressants, mais tu n'as pas mentionné le prix. Donc, j'ai pas osé, tu vois, parce que je me suis dit peut-être que c'était voulu. Par exemple, le petit bâtiment à l'intérieur de Lisbonne, il avait l'air magnifique, ce petit bâtiment. Alors oui, celui de Prince Prial, il a 500 000 euros. Je pense que dans la présentation, je mettrai les liens de chaque bien également. Celui de Prince Prial, il est à 500 000 euros. La localisation est parfaite. Miguel peut confirmer la réhabilitation. Je pense que j'ai déjà envoyé les documents du bien à Miguel. Donc également, vous pouvez bénéficier de cela. Mais après, ce que je vais alerter ici, c'est très important. J'ai déjà continué à la mairie de Lisbonne. Malheureusement, parce que le propriétaire voulait faire un 3e étage, il est sur 2 étages. On ne peut pas faire, on voulait faire un studio, non, un T1 sur le 3e. Donc, ce n'est pas possible. La mairie a rejeté le projet pour qu'on puisse faire. Là, on essaie de remettre un projet pour faire un studio au-dessus. Donc, je préfère alerter par rapport à ça. Oui, dites-moi. Et le terrain le terrain que vous avez des 15... De Setúbal ou de Campolide, parce qu'il y en a 2. Je pense que je vais présenter un seul. Oui. Je pense qu'il parle de celui de Campolide et à côté du lycée français. C'est ça, Didier? Oui, voilà, oui, tout à fait. Ouais. Le projet en cours d'approbation, hein. C'est un projet en cours d'approbation pour 15 appartements. En cours d'approbation, c'est-à-dire qu'il y a eu un PIP d'accepter ou Exactement, le PIP a déjà… Ouais, c'est bien, vous connaissez, vous avez tous les termes. Donc, le PIP a déjà été accepté. Un petit peu beaucoup, oui. Tout à fait. Je peux vous l'envoyer aussi après. Donc, oui, ça a déjà été accepté. Ouais, je vous ai envoyé mes coordonnées parce que je suis investisseur et promoteur au Portugal. Donc, je vous ai envoyé mes coordonnées. Enfin, mes coordonnées. Mes coordonnées, vous allez les avoir, mais comme quoi j'étais intéressé. Donc, le PIP a été accepté. Maintenant, on en est à la licence d'architecture, c'est ça? Exactement, exactement. Phase 2. Et Achille, et aussi une dernière petite question, le bel immeuble que tu nous as montré à Porto, il coûte combien? Alors, l'immeuble de Porto, il a 1,7. Il est très moins cher. Considérez la localisation. Et après, juste pour vous dire déjà, si on achète, ce que je conseille également donc, dans le projet que je vais t'envoyer après pour que tu puisses envoyer à la liste, c'est quoi? Au lieu de mettre en location, c'est qu'on l'achète, on fait la réhabilitation et on revend les appartements, vu la demande qu'il y a dans la zone. Et là, on peut se trouver autour de 35 à 45% de rentabilité au niveau de la revente des appartements. Oui, c'est très bien. Très, très bien. Comparé à la location, oui. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Achille? Je n'en vois pas. OK, alors Olivier, donc c'est à ton tour. Bonjour à tous. Tu as une présentation à mettre à l'écran, Olivier? Non, ça va être très rapide. Donc simplement pour dire que quand on est résident fiscal français, même si on a des projets d'investissement au Portugal, que ce soit pour une expatriation future, l'achat de sa résidence principale, ou que ce soit pour un investissement locatif, on a la chance en France d'avoir accès à des conditions de financement très favorables. Donc, on peut, depuis la France, acheter au Portugal pour soi ou pour un investissement locatif aux mêmes conditions d'emprunt que si vous faisiez une opération en France. Donc, c'est-à-dire sur des durées de 20 à 25 ans, à taux fixe, avec des taux similaires à un achat en France et avec, sans forcément faire d'hypothèque sur le bien, ça dépend si vous avez un patrimoine immobilier par ailleurs ou pas. Mais l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes au Portugal, si vous recherchez des financements au Portugal, les conditions de prêt des banques sur place vont être un peu plus draconiennes, donc avec des apports souvent assez conséquents, souvent une obligation d'avoir une partie de l'emprunt à taux variable, des revenus locatifs du bien dans lequel vous investissez qui ne sont pas toujours pris en compte, en tout cas pas à la même hauteur que si vous recherchez le financement en France. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez la chance d'être encore en France lors de vos réflexions d'investissement immobilier, eh bien, c'est de rechercher les financements ici. Voilà. Donc, il y a différentes solutions, soit auprès de filiales françaises de banques portugaises, soit auprès de banques françaises si vous avez un patrimoine immobilier par ailleurs sur lequel reprendre des hypothèques. Voilà. Et pour les personnes qui auraient un patrimoine financier important,
il existe aussi des solutions pour obtenir un prêt en contrepartie d'un nantissement fait sur un contrat d'assurance vie que vous pourriez avoir ou autre. Voilà, c'est simplement… Tu parles du crédit lombard, c'est ça, Olivier? Tout à fait, mais uniquement pour enfin, aujourd'hui, c'est quand même réservé pour des montants significatifs, donc quelqu'un qui aurait 5 millions d'euros au moins placé. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'avais juste une question. Est-ce que ces conditions d'emprunt sont valables pour les binationaux? Oui, enfin, en fait, la question, c'est si vous êtes résident fiscal en France ou pas. Si c'est vraiment la résidence fiscale qui entre en ligne la de compte. résidence effective. D'accord. Si vous habitez en merci. France, aucun problème de nationalité.